Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence débat organisée par Cyburn et qui porte sur le risque climatique. Alors je salue d'abord les personnes qui sont avec nous ce soir, ici, au sein du parc Hayat Vendôme, et puis je n'oublie pas de saluer les personnes nombreuses qui sont contraintes de nous suivre à distance. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Antoine Badillet, manager actuariat au sein du cabinet Cyburn, et c'est donc moi la personne qui aurait la chance d'animer cette conf débat sur le risque climatique. Alors Seabird, en deux mots, c'est un cabinet de conseil avec 200 collaborateurs qui interviennent sur des problématiques de transformation, d'amélioration de la performance, avec des solutions concrètes et pérennes. Un petit mot d'organisation sur cette conférence débat. Donc 2 temps d'échange sont prévus, à l'issue de chacun de ces temps, il vous sera possible de poser des questions à nos intervenants. Alors, pour les gens qui sont avec nous ce soir, ce sera par le biais d'un micro volant qui vous sera tendu. Et pour les gens qui sont à distance, vous pouvez le faire à tout moment en renseignant directement la barre qui apparaît sur votre écran. Et puis enfin, un petit mot, vous l'avez vu en arrivant, il y a un cocktail qui nous attend derrière et dans lequel, après la réunion, nous pourrons prolonger les échanges entre pairs. Un petit mot enfin, vous le voyez, on est masqué, on vous demande de garder le masque pendant toute la durée des échanges. Alors, avant de céder la parole à nos interlocuteurs pour ce premier échange, un petit mot peut-être sur pourquoi ce thème. La problématique climatique, elle n'est pas nouvelle pour les assureurs. Et au-delà de ça, elle a des conséquences bien réelles pour les gens, pour les humains, qui est bien loin des problématiques d'externalité positive qui sont dans les valeurs de Cyburn. Si on regarde l'origine de cette problématique climatique en France, ça remonte schématiquement à la 1981 et les grandes inondations qui avaient touché la Garonne, et la suite duquel, quelques mois plus tard, avait été créé le régime CatNat sur lequel on reviendra. Ce régime CatNat, force est d'avouer qu'il est mis à mal ces derniers temps par notamment les rapports de la FFA, le dernier rapport préliminaire du GIEC, qui nous disent, en tout cas le dernier rapport nous dit que d'une part, la hausse de température de 1,5 degré d'ici à 2050, elle est acquise, et d'autre part, qu'on s'attend à une hausse des phénomènes extrêmes à la fois en fréquence et en intensité. Alors face à ça, la problématique pour les assureurs, c'est celle du modèle et de la pertinence du modèle. Est-ce que les modèles sont toujours valables? Faut-il les faire évoluer? Si oui, comment? Pour ce faire, donc on vous propose ce soir 2 temps d'échange. Un premier, donc, avec Madame la députée ici présente et Pierre Théron, qui reviendra pour une solution plus court terme sur la réforme du régime CatNat, catastrophe naturelle. Et dans un second temps, une table ronde dédiée à la modélisation climatique avec le prisme de l'exercice pilote porté par la CPR. Et donc, pour ce premier échange, j'ai le plaisir d'accueillir et de saluer Madame la députée Valéria Faure-Muntian. Vous êtes députée de la 3e circonscription de la Loire et présidente du groupe d'études de l'Assemblée nationale sur les assurances. Bonsoir Madame. Et Pierre Théron, qui est directeur associé chez Cyburn et enseignant-chercheur à l'ISFA. Alors un petit mot sur une personne manquante, Stéphane Fang, qui devait se joindre à nous et qui a eu un empêchement. Néanmoins, Pierre et moi avons pu échanger avec lui, donc nous pourrons essayer du mieux qu'on peut, essayer de porter sa voix. Pierre, du coup, pour lancer les échanges, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce que c'est que ce régime catastrophe naturelle et quelles ont été les pistes de réforme évoquées? Oui, alors, je ne sais pas si ça fonctionne, si, ça semble fonctionner. Merci Antoine, bonsoir. Donc ce régime catastrophe naturelle, tu l'as dit Antoine, c'est un régime qui date finalement du début des années 80. Dans un contexte un peu particulier qui conduit finalement à une sorte de partenariat public-privé dans lequel il y a une assiette de cotisants qui sont les assurés en assurance, habitation, etc., qui vont finalement avoir une partie de leur cotisation qui va venir financer un fonds qui, dans un dispositif légal, réglementaire, va être activé dans le cadre de la survenance d'un certain nombre d'événements. Donc déjà, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a effectivement un risque physique, le risque de survenance d'un certain nombre d'événements, mais il y a aussi, si on se place du point de vue des assureurs,
un risque qui est administratif, j'ai envie de dire, c'est-à-dire le risque de déclaration de l'état de catastrophe naturelle et qui va du coup conduire à ce que ce fonds soit activé. Alors, Antoine l'a dit, on a une évolution finalement de la sinistralité qui est importante et qui peut mettre à mal ce régime. Il y a des attentes aussi des pouvoirs publics, des collectivités locales, des assurés, des assureurs. Il y a un certain nombre de pistes qui ont été envisagées pour faire évaluer aussi, mais surtout pour faire évoluer ce régime. On parle des franchises, on parle de la sortie ou pas du risque sécheresse ou d'un fonds spécifique, les problématiques autour du relogement des habitants, l'exonération ou pas des habitations construites depuis une certaine période. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est pas un sujet nouveau en fait, en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a un besoin qui parfois est différent entre les différentes parties prenantes et qui a conduit du coup à ce texte qui est aujourd'hui en cours de discussion au Parlement, que vous avez porté, que vous avez proposé. Non. Bon. Vous allez nous l'expliquer. Peut-être la première question, c'est où en est ce texte? Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte? Et puis ensuite, on pourra poursuivre l'échange. Alors, effectivement, le régime des catastrophes naturelles est une exception française. Déjà, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Cette exception française est plutôt plébiscitée parce qu'il y a 3 étages à la fusée, comme j'ai l'habitude de dire. Tout d'abord, effectivement, il y a une solidarité nationale qui est organisée à travers le partenariat public-privé entre les assureurs qui collectent les cotisations et qui reversent une surprime qui a été collectée et qui est payée par les assurés à la Caisse centrale de réassurance, qui, elle, les place et les fait fructifier de manière à pouvoir disposer des fonds utiles au moment de survenance d'un événement exceptionnel, il faut bien le souligner, parce que ce n'est pas tout type d'événement climatique qui est assuré, mais vraiment une intensité exceptionnelle. Et ensuite, cette réassurance par la Caisse centrale de réassurance est accompagnée de la garantie illimitée de l'État. Donc, si les fonds détenus par la CCR n'étaient pas suffisants pour subvenir à la réparation des dommages causés, l'État interviendrait sur le budget général. Le budget général n'a pas été activé ou partiellement, cette garantie n'a pas été activée ou vraiment de manière très limitée. Et le but, évidemment, c'est de protéger le contribuable et donc repousser le plus tard possible l'intervention du budget général. Les modifications à la marge de ce régime depuis les années 80 ont été nombreuses, mais il n'y a pas eu de changement en profondeur et évolution profonde de ce texte. Le régime est génial, il est parfait, mais il a besoin d'être pérennisé. Il a besoin d'être pérennisé aussi au regard de l'actualité et la fréquence, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques. Il doit être pérennisé d'une part du point de vue financier et d'autre part, il doit être pérennisé aussi en termes d'investissement sur le volet prévention. Pour rappel, la surprime est partagée donc, entre le réassureur et un fonds qui s'appelle le fonds Barnier, qui est abondé par la surprime payée par les assurés afin d'agir dans le cadre de la prévention. Donc, on a aujourd'hui proposition de loi qui est en cours d'examen. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il s'agit d'une proposition du groupe Modem. Donc non, c'est pas moi qui l'ai portée, malheureusement. J'aurais bien aimé. C'est une question aussi de calendrier législatif. Et le groupe Modem avait la possibilité de l'inscrire. Ce texte va être examiné en commission mixte paritaire, c'est-à-dire la réunion des parlementaires de l'Assemblée et du Sénat
qui avait été engagé dans l'examen du texte pour essayer de se mettre d'accord sur une version finale parce qu'il y a des points litigieux. Ce texte comporte plusieurs points différents, notamment un volet franchise, le volet relogement, un volet de lisibilité aussi de la commission des décisions d'attribution ou pas du statut catastrophe naturelle et plein d'autres choses qui risquent encore d'évoluer en cours de la CMP parce qu'il n'y a pas forcément un accord aujourd'hui entre les deux chambres sur l'état du texte. Donc il faut être vigilant à ce que le texte qui va sortir après le 13 décembre, la lecture donc en CMP, si elle est conclusive, le texte est définitivement adopté en l'état. Si cette commission mixte paritaire n'est pas conclusive, ça m'étonnerait parce que je pense que les parlementaires peuvent trouver un consensus. À ce moment-là, il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée et au Sénat. Et alors justement, c'est un texte finalement qui... c'est une proposition qui a 2 ans presque, aujourd'hui. Donc, quels sont finalement les points qui font que c'est aussi long, ce processus parlementaire? Et au-delà de ça, vous, quelles sont peut-être à titre personnel, vos frustrations par rapport à ce texte, c'est-à-dire les sujets sur lesquels vous auriez souhaité qu'on puisse cranter des choses dès 2020 ou 2021, parce qu'on est quand même dans un contexte dont on se dit, quand on lit le texte, ou en tout cas la proposition de loi aujourd'hui, que, bon, certes, il y a des évolutions, mais qu'il faudra certainement remettre à l'ouvrage ce texte dans les années à venir, compte tenu des évolutions qu'on constate d'ores et déjà aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la durée de la lecture du texte, ça n'a rien à voir avec la procédure législative, ni avec le manque de volonté des uns ou des autres à le faire avancer. C'est plutôt une question de quiproquo et de personnes, donc il n'y a pas besoin de forcément que je m'étale sur le sujet, mais ça aurait pu être beaucoup plus rapide que ça. En ce qui concerne le fond du texte, alors, il faut faire une différence, elle est fondamentale, entre une proposition de loi et un projet de loi. Un projet de loi est une proposition qui émane du gouvernement, d'un ministère, avec une administration, avec une étude d'impact et qui est forcément plus riche qu'une proposition de loi élaborée par un ou plusieurs parlementaires, dotés, eux, de 3 collaborateurs, souvent des juniors. Donc, et on n'a pas la capacité de faire des études d'impact en ce qui concerne le financement. Et je vous rappelle que la Constitution interdit aux parlementaires de dépenser l'argent public. Il y a un texte constitutionnel et toutes les propositions de loi sont examinées dans leur recevabilité au regard de cet article. Donc, forcément, une proposition de loi ne peut être que plus pauvre que ce qui aurait été attendu pour une réforme du régime. Quand j'ai publié mon rapport sur la pérennisation du régime des catastrophes naturelles, j'ai envisagé effectivement un certain nombre de sujets plus vastes, mais que je n'étais pas forcément capable de traduire dans une proposition de loi moi-même. Donc la pérennisation financière, elle est nécessaire, elle est criante, le besoin est criant vu l'augmentation de l'intensité et de la fréquence des catastrophes. À l'époque, donc aujourd'hui la surprime elle est de 12%. À l'époque, j'envisageais une augmentation à hauteur de 15% de surprime. L'été dernier, la CCR a publié une étude sur la pérennité financière et ils envisagent un 18% pour pouvoir subvenir aux besoins réels de nos concitoyens. Donc, ça, il faut que ce soit fait avec une étude d'impact par un projet de loi. La question de la sécheresse devrait être tranchée, à mon sens, depuis longue date, du fait même que la sécheresse ne se comporte pas de la même manière que les autres risques du régime catastrophe naturelle. Le risque sécheresse ou plus précisément rétractation et gonflement des argiles est un risque certain. Ce n'est pas un aléa, déjà, contrairement à l'inondation ou les vents violents. Et ce risque certain devrait plutôt faire partie d'un fonds de solidarité plutôt que venir gréver en augmentant en nombre. Et surtout, l'expertise prend un temps infini parce qu'il faut constater sur plusieurs années
ce gonflement et cette rétractation des argiles, alors qu'une montée des eaux, c'est très clair. On a un baromètre, on sait où est le niveau et l'indemnité intervient immédiatement. Au-delà de ça, évidemment, la révision des orientations du fonds Barnier et une meilleure prévention sur le territoire, sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, certaines communes doivent effectuer les plans de prévention de risque et les plans de continuité d'activité. À mon sens, vu les changements climatiques, ces obligations doivent être élargies à l'ensemble du territoire et doivent être supervisées par la préfecture qui doit ensuite pouvoir rendre des comptes au ministère de l'Intérieur parce que certains territoires sont d'ores et déjà identifiés comme des territoires à risque, mais des nouveaux territoires viennent les rejoindre chaque année du fait du changement climatique. On connaît aussi des risques nouveaux comme les ouragans, même s'ils sont mini à ce stade, c'est des risques qu'on ne connaissait pas, donc il faut les envisager. Et alors justement, pour rebondir là-dessus, dans le guide que vous avez dans votre tote bag, il y a un chiffrage qui a été fait justement des mesures qui sont dans la réforme. Donc ça c'est important. Et donc dans les sujets qui font le plus débat, par rapport au système tel qu'il est aujourd'hui, il y a ce sujet du risque sécheresse. Donc on comprend complètement votre vue. Là-dessus, il faut reconnaître qu'il y a une hétérogénéité chez les assureurs. Il peut y avoir en tout cas des voix dissonantes chez les assureurs sur le fait de les maintenir ou pas dans le dispositif, d'avoir un dispositif ad hoc et ainsi de suite. Donc sur des modalités qui peuvent être différentes. Et on reviendra sur le sujet de l'assurabilité du risque et du risque certain. Donc ça c'est effectivement une première chose. Et ensuite, la question qui se pose quand on voit les estimations en fait, d'augmentation de la fréquence. Donc, on parle typiquement je crois que c'est la FFA qui fait une étude sur des périodes glissantes et qui chiffre à du x2. Alors, le x2 ne résultant pas intégralement en fait, du réchauffement climatique, mais aussi de la valorisation supérieure des biens, mais quand même, je crois qu'il y a un gros tiers qui proviendrait des aspects climatiques. La question qui se pose, la question que j'ai envie de vous poser, c'est y a-t-il, au-delà de la sécheresse, des phénomènes qui, quelque part, étaient relativement bien gérés par ce système, mais qui, dans un contexte où ils deviennent davantage systématiques, et où finalement on perd peut-être aussi une hypothèse un peu fondamentale qu'on a en assurance autour de la mutualisation qui est l'indépendance finalement de la survenance des sinistres. Alors une indépendance qui peut être géographique mais qui peut aussi être temporelle. Est-ce que c'est par ce type de mécanisme dans le futur qu'on va réussir encore à couvrir ce genre de risque, ou est-ce qu'à un moment donné finalement l'assiette, qui est aujourd'hui l'assiette des cotisations de certaines branches d'assurance, ne sera pas suffisante et finalement à quel horizon? Et on reviendra après sur le sujet de la prévention si vous en êtes d'accord. Il y a beaucoup de choses. Alors, elle était très très longue votre question. Je vais essayer de décomposer. L'argument, le niveau de vie de nos concitoyens a augmenté et donc leur maison coûte plus cher, leur voiture coûte plus cher, leur lave-linge coûte plus cher. Je vous en passe des meilleurs. Certes, les cotisations ont sacrément augmenté aussi. Je vous rappelle que la surprime est un pourcentage de cotisation, donc il a évolué avec le niveau de vie de nos concitoyens. Donc dire que les 3/4 de x2 correspondent uniquement à l'augmentation du niveau de vie, ça me laisse sceptique, je vous avoue. En ce qui concerne l'intensité, on rappelle que le régime CatNat ne fixe pas de règles strictes en ce qui concerne de ce qui rentre et ce qui ne rentre pas dans la CatNat. Il y a une souplesse qui a été gardée par le législateur dans le but de pouvoir justement prendre en charge des sinistres de manière un petit peu large. Par contre, ce qui était important à signaler, c'était le côté exceptionnel de l'événement. Sauf qu'un mètre d'eau était exceptionnel dans les années 90. Aujourd'hui, c'est la norme, c'est chaque année. Donc, est-ce que c'est encore exceptionnel? Est-ce que ça relève du régime CatNat? Elle est là, la difficulté, c'est que le partage de charges entre l'assureur privé et l'assureur public et l'État, le budget de l'État, il devient un petit peu flou.
C'est le cas de la sécheresse d'ailleurs. Moi, je suis partisane de dire tout ce qui relève du cosmétique relève de l'assurance privée et tout ce qui relève de fondation relève d'un fonds de solidarité ad hoc à créer. Mais ne venons pas gréver le régime catastrophe naturelle qui est déjà bien éprouvé avec les événements climatiques exceptionnels qui sont déjà inscrits à l'ordre du jour du régime. Maintenant, le côté exceptionnel, les crues décennales, centennales, je ne sais quoi, est-ce que c'est encore une exception ou est-ce que ça devient beaucoup plus fréquent? Là, effectivement, il faut faire tourner les modèles et la CCR le fait parfaitement bien. Et le régime, encore une fois, est fonctionnel dans le sens où une commission particulière examine au cas par cas les événements climatiques et vient statuer sur le côté exceptionnel de l'événement et donc la possibilité de le faire rentrer dans le régime catastrophe naturelle. De toute manière, à partir du moment où la personne bénéficie du régime catastrophe naturelle, c'est qu'elle est déjà assurée. Et si elle est assurée en principe, en tout cas chez les particuliers, on tout risque quelque part sur l'immobilier. En ce qui concerne l'immobilier, et le mobilier d'ailleurs qui se trouve à l'intérieur de l'immobilier. Donc à un moment donné, telle ou telle garantie, qu'elle soit souscrite sur la partie privée ou sur la partie du régime public, va venir jouer. C'est d'ailleurs le débat sur le relogement. 99% des contrats habitation aujourd'hui ont la clause relogement. Elle est payée par les cotisations de l'assuré au quotidien. Sauf que la moitié des assureurs la font jouer au moment de la reconnaissance des catastrophes naturelles, même si elle ne fait pas partie du régime et donc elle n'est pas surprimée et réassurée, et d'autres ne le font pas. Il y a une distorsion sur le marché en termes de prise en charge du relogement. Et c'est pour ça qu'il a fallu se trancher. Je ne suis pas forcément d'accord pour le faire rentrer dans le régime catastrophe naturelle parce que ça vient encore une fois impacter la capacité financière du régime. Mais soit il fallait que ça passe par la loi pour que l'ensemble des assureurs appliquent la règle. Mais c'est très difficile. Et moi, je l'ai été à cette place-là face aux clients dans plusieurs entreprises différentes d'assurance. Comment lui expliquer que dans ces conditions générales de contrat et dans ces conditions particulières de contrat, il y a le relogement, mais vu que son maire a fait la déclaration CatNat, du coup, il n'y a pas le droit. Non, mais sérieusement. Ou lui expliquer qu'il a racheté la franchise et qu'il est à 0 franchise, mais parce que son maire a fait la déclaration, elle grimpe à 369 €. Et alors justement, sur ce qui peut être adressé, on en a parlé tout à l'heure, le sujet de la prévention, de l'hétérogénéité finalement qui existe sur, par exemple, les permis de construire, les sujets de zones inondables et ainsi de suite. Ça, c'est aussi, du point de vue des assureurs, aussi un des enjeux de ce régime-là. De ce régime-là. En tout cas, ce n'est pas forcément des enjeux du régime, mais c'est quand même aussi, dans cette couverture des risques, une question qui se pose pour éviter de se retrouver dans des situations dans le futur dans lesquelles on se retrouve avec un bâti qui va se retrouver dans des situations, on va dire, de vulnérabilité. Alors, sachant qu'en même temps, effectivement, en matière de politique publique, il y a des problématiques de logement, donc c'est forcément une question qui est délicate. Mais est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion d'aller un peu plus loin sur ces sujets-là, cette réforme ? Alors, en ce qui concerne la prévention, moi, je suis assez radicale sur le sujet, mais effectivement, il n'y a quasiment rien au sujet de la prévention. Il n'y a rien sur la prévention dans le texte. Il y a le site, bref. En fait, nous, en prévention, nous avons un fonds Barnier qui sert à racheter le plus souvent des logements qui ont été sinistrés et qui sont estimés comme n'étant plus viables et donc il faudrait détruire parce que le site ne permet plus d'habiter sur place. En l'occurrence, ce n'est pas le seul moyen de prévenir. Pour moi,
la prévention, c'est de la proactivité, c'est pas la réactivité. C'est pas parce que j'ai eu 2 mètres d'eau que maintenant, du coup, on détruit le lieu. Ça, on réagit, c'est bien, hein, le fait que la collectivité puisse être accompagnée financièrement pour racheter ces immeubles-là, c'est tant mieux, mais c'est pas ce que j'appelle exactement la prévention. Par contre, réparer d'année en année ou tous les 5 ans, exactement de la même manière, exactement le même lieu, et recommencer ainsi de suite, ça, c'est bête. Pour moi, la prévention, ce serait effectivement la construction résiliente et pas la construction à l'identique. Et le fonds Barnier aurait pu contribuer partiellement à avancer sur la reconstruction résiliente. En ce qui concerne les constructions neuves, les politiques publiques ont été très claires. D'une part, il y a eu une évolution très importante sur la réglementation, qu'il s'agisse vis-à-vis de la sécheresse ou vis-à-vis de l'inondation, et un peu moins sur le vent, mais soit il y a eu des règles très strictes de construction qui ont été élaborées sur ces 10-15 dernières années. Donc aujourd'hui, on a quand même une construction plus résiliente pour le neuf. Il y a eu aussi des politiques publiques en ce qui concerne la préservation des lieux où l'eau pouvait s'infiltrer. Donc, du coup, on a quand même une interdiction de l'artificialisation des sols. Les PLU ont sacrément évolué justement en la matière, ce qui a fait beaucoup de mécontents parce qu'il y a des endroits qui étaient éligibles à la constructibilité et qui ne le sont plus. Mais en l'occurrence, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, en ce qui concerne la prévention, c'est aussi un travail du privé avec la capacité de gérer de la donnée. Vous le savez beaucoup mieux que moi, en ce qui concerne les modèles de catastrophes naturelles, on se base sur l'historique. On se base sur le passé. Et donc, on essaie de calculer, de se projeter dans l'avenir. Sauf qu'aujourd'hui, on est surpris. Le passé ne nous éclaire plus aussi bien sur l'avenir qu'hier, en tout cas. Et donc, à partir de ce moment-là, sachant qu'on nous disposons quand même des moyens technologiques de plus en plus évolués, on peut anticiper, et c'est le cas par exemple sur les tremblements de terre. Au Japon, il y a des travaux qui sont réalisés, des capteurs très fins installés dans des endroits stratégiques où on peut anticiper l'arrivée d'un tremblement de terre. Je suis persuadée qu'on peut faire de même sur les autres événements climatiques et pouvoir justement prévenir, évacuer, voir l'évolution aussi cartographique des sols en fonction de la montée des eaux, le réchauffement et ainsi de suite. On peut faire les modèles différemment de ce qu'on a fait jusqu'à là. Alors ça effectivement, c'est déjà une réalité pour les assureurs, hein, quand même, ce type de modélisation. Ça sera l'objet... Pourquoi ils sont aussi surpris alors à chaque fois? Ça sera l'objet notamment des tables rondes qui vont suivre. Tout à l'heure, vous nous avez dit quelque chose d'intéressant sur justement cette problématique d'assurabilité. En disant la sécheresse finalement c'est un risque certain, donc quelque part c'est pas un système privé qui peut classique qui peut le gérer, mais finalement c'est plutôt la solidarité nationale, hein, quelque part. Je reformule un petit peu ce que vous avez dit. On a d'autres risques, hein, qui sont émergents, actuels, sur lesquels on peut se poser le même type de questions. Donc typiquement, tout ce qui est perte pécuniaire suite à la pandémie. Et encore une fois, ça n'est pas que la pandémie, mais c'est aussi les décisions politiques, administratives, etc., qui sont prises pour lutter contre les effets de la pandémie. On a beaucoup parlé de la perte d'exploitation. Est-ce que vous pensez... Quel est votre point de vue sur ce type de risque et sur l'éventualité d'un partenariat qui serait peut-être pas exactement avec le même design pour gérer ce genre de risque? Alors, on est dans un pays de redistribution. Pardon, Madame Pité, ce sera juste la dernière question. Je suis désolé, et après on passera au public. Là, on est dans un pays de redistribution et de solidarité nationale. Si on avait été au Royaume-Uni ou aux États-Unis, j'aurais peut-être une autre réponse. Mais dans ce cadre-là, l'État français se permet, en tout cas, d'intervenir sur la partie systémique du risque. Donc, c'est le cas de la catastrophe naturelle, c'est le cas du terrorisme, c'est le cas de réflexion aussi sur la cyberassurance. Il y a des travaux qui sont menés par Bercy aujourd'hui sur un partenariat public
public-privé. Et on aura, dans le premier semestre 2022, des réponses qui pourraient nous apporter en la matière. Donc oui, à partir du moment où on a un risque systémique, et c'est ça a été le cas des pertes d'exploitation sans dommage au moment des fermetures administratives, il faut envisager un partenariat. On peut envisager en tout cas un partenariat public-privé en France. La proposition qui avait été faite par les assureurs sur les pertes d'exploitation sous forme de régime CATEX n'a pas été satisfaisant ni pour les parlementaires ni pour l'exécutif, donc il a été abandonné. Mais en l'occurrence, il y a d'autres réflexions qui ont été menées, comme la facilitation des captifs d'assurance sur le sol national et d'autres réflexions qui peuvent être menées sur la cyberassurance, par exemple, où là, il y a une partie systémique qui est clairement inassurable du point de vue privé, ou en tout cas dans le cadre actuel, de la façon actuelle de travailler de l'assurance. Et avec une spécificité sur le cyberrisque, c'est qu'il y a peut-être une partie systémique, mais même sur la partie mutualisable, il y a un manque cruel de données aussi pour aller encore sur une ce fois, si on reste sur le modèle, on regarde dans le rétroviseur pour imaginer l'avenir. Oui, dans ce modèle-là, ça fonctionne pas. Quoique les États-Unis, par exemple, ou même les Britanniques travaillent sur ce risque depuis plus longtemps, donc on peut aussi s'inspirer des données qui existent par ailleurs. Mais il faut, pour imaginer le monde de demain, on n'est pas obligé de regarder dans le rétro systématiquement, vous savez. On est d'accord. Merci. Je vous propose de nous tourner vers le public. Merci Madame la députée, merci Pierre. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? N'ayez pas peur, sinon j'ai une question là qui a été posée à distance. Alors, je me fais le porte-parole de cette question. Bonjour, donc, est-ce que l'État est déjà intervenu pour compléter le budget général de la CCR? Et si oui, à quelle fréquence et à quelle hauteur? Alors, à ma connaissance, il n'a jamais été activé. La garantie illimitée de l'État n'a pas été activée pour, en tout cas, de ce que je sais, des risques récents. Je me trompe peut-être, mais je ne me souviens pas qu'il, dans un projet de loi de finances, on ait voté un complément à la CCR. Donc, les cotisations suffisent pour le moment et pour faire face aux sinistres. Merci Madame. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles questions qui apparaissent. Ah, monsieur. Bonsoir, merci beaucoup en fait, pour cet échange riche et intéressant. Je voulais juste rassurer en fait, Madame la députée en fait, par rapport que les assureurs en fait, traitent aussi le futur et on ne regarde pas uniquement dans le rétroviseur. Et par rapport aux États-Unis, on a aussi les mêmes modèles en fait, qu'eux sur cette partie-là, donc on utilise également la même chose. Après, en fait, c'est vrai que c'est un risque qui s'intensifie et qui devient de plus en plus récurrent avec des échanges. Ce que je voulais savoir, en fait, c'est finalement dans votre proposition, vous proposez une augmentation finalement des cotisations. Donc c'est ce qu'on constate à la fin. Le risque augmente, on va aller chercher plus de cotisations pour mutualiser le risque. Là où je suis pas complètement convaincu, c'est par rapport à la sécheresse où vous dites c'est un risque certain. Pourquoi vous le sortez en fait de ce lot? Là, en fait, et vous l'excluez qu'il n'y a plus d'aléa sur le risque sécheresse. Alors, je n'ai pas besoin d'être rassurée, monsieur. Ce qui me rassurait, en l'occurrence, c'est qu'on n'ait pas une augmentation des cotisations drastique sur le monde économique, une augmentation des franchises, une rétractation des capacités sur le marché de l'assurance et une pénétration du marché meilleure pour les risques, pour les contrats prenant en charge les risques émergents. À ce moment-là, je serais rassurée et je ne vous poserai pas du tout de questions et je ne dirai rien sur le modèle sur lequel les assureurs tournent aujourd'hui. Mais sachant qu'aujourd'hui, nous avons des entreprises qui ne trouvent pas preneurs pour leurs risques sur le marché français ni européen, ça pose un petit sujet. Donc, c'est qu'il y a un petit problème de la capacité des assureurs à appréhender les risques d'aujourd'hui et de demain. Ensuite, en ce qui concerne la sécheresse, les argiles particuliers qui génèrent par leur gonflement et leur rétractation des dégâts sur les fondations des bâtiments ne se trouvent pas partout en France et n'importe où. Les endroits sont bien connus et on connaît l'évolution de ces argiles.
On sait, par rapport à l'hydro, je ne sais plus comment ça s'appelle, la quantité d'eau qui tombe chaque année, on sait à quel moment ça va gonfler et à quel moment ça va se rétracter. C'est un risque certain. Et on sait qu'il y a des bâtiments qui, à terme, ne vont pas tenir ou ne tiennent déjà pas le choc parce qu'ils ont été construits dans une période donnée et que la méthode de construction de cette période donnée ne prenait pas en considération cette évolution des argiles. Le sol sur lequel elle est posée et la maison, et telle qu'elle a été construite, ne permettra pas à terme à ce que cette maison reste entière, grosso modo. C'est pour ça que c'est un risque certain. On a un stock aujourd'hui de ces lieux, de ces bâtis. Donc, à partir du moment où on connaît le périmètre, on imagine les conséquences, on crée un fonds de solidarité rien que pour ces maisons-là, celles dont les fondations seront touchées, j'entends, qui ne seront plus habitables. Ouais. Peut-être quand même, sur ces entreprises qui ne trouvent pas forcément d'assureurs, c'est pas uniquement une problématique quand même d'appréhension du risque par les assureurs, parce que le risque peut avoir très bien été appréhendé, mais avoir été évalué par l'assureur comme étant finalement pas assurable, parce que pas de mutualisation, parce qu'une prime d'assurance beaucoup trop élevée, eu égard au risque encouru. Donc je pense que ce n'est pas qu'une question de bonne appréhension par les assureurs du risque, parce qu'on est quand même sur des risques qui sont pratiqués depuis assez longtemps. Il y a des évolutions, mais il y a quand même des réévaluations de primes annuelles qui sont possibles. C'est ça la question, et ça revient à ce débat qu'il y avait entre mutualisable, pas mutualisable. Si on a de plus en plus de risques qui ne sont pas assurables, comment font les agents économiques pour continuer à travailler, à continuer à embaucher, à continuer à essayer de répondre aux marchés internationaux et aux besoins. Enfin, je dirais, à un moment donné, il faut qu'on trouve une réponse. C'est un vrai sujet, mais d'où la prévention aussi. Le non assurable, je ne l'admets pas. Donc tout est assurable en fonction du prix qu'on y met. À partir du moment où tout est assurable, sauf les risques certains, j'entends. Donc à partir de là, il faut aussi faire évoluer les modèles de manière à ne pas mettre un paquet d'exclusion, voire refuser certains risques. Enfin, je veux dire, sinon, comment notre économie ne peut pas fonctionner sans assurance. C'est le principe. Oui, il y a les interactions, ne serait-ce que la responsabilité civile professionnelle est obligatoire. Des interactions entre deux entreprises, entre un particulier et une entreprise, nécessitent un engagement assurantiel. Si on n'a pas cette attestation-là, on ne peut plus fonctionner. Si on n'a plus d'entreprise, on n'a plus d'emploi. Si on n'a plus d'emploi, on n'a plus de création de richesse. On fait quoi ? On achète ailleurs, chez les gens qui, eux, peuvent s'assurer. La souveraineté, c'est important. C'est un sujet très important autant que parlementaire. Évidemment. Après, ce n'est pas toutes les entreprises qui ne peuvent pas s'assurer. Et donc, il y a cette question d'adéquation, justement, du risque réel avec la capacité à mutualiser, à assurer. Alors, vous me tendez une très belle perche, puisque j'ai une dernière question, qui clôturera cet échange. Quelle est l'orientation prise par l'Europe ? Y a-t-il un travail collégial sur ce thème, sur la CatNat au global, pas simplement sur la sécheresse ? Je n'ai pas vu de travaux suffisamment sérieux sur le sujet de la mutualisation européenne en termes de catastrophes naturelles, comme d'ailleurs sur la question des pertes d'exploitation sans dommage, où là, pour le coup, il y avait une uniformisation de l'approche d'accompagnement des entreprises, quand bien même on n'a à ce stade pas de travaux sérieux. Maintenant, vu les sinistres qu'a connus l'Allemagne, c'est une question qui pourrait se poser. Avec le nouveau gouvernement qui est plutôt versé vers l'écologie vert, on pourra peut-être mettre ça sur la table, mais ce ne sera pas demain. Je pense qu'il faudra attendre la nouvelle composition du gouvernement français, déjà à post-élection, et ensuite peut-être même la prochaine élection européenne pour que ce sujet soit évoqué. Mais c'est une vraie question, un vrai sujet qui devrait être travaillé. Après, c'est la solidarité européenne, ça reste quand même quelque chose d'assez relatif pour le moment. Très bien. Merci Madame la députée, merci Pierre pour cet échange. Je vous propose de nous retrouver après la première la table ronde qui aura autour d'un pot, autour d'un cocktail, pardon, dans le salon attenant. Merci. Merci. Et j'appelle, merci Madame la députée.
Et j'appelle maintenant à me rejoindre pour la table ronde sur le risque de modèle, enfin sur les modèles climatiques. Je vous en prie, Thierry Coignac, donc senior vice-président de CCR. Georges Overton, statisticien et économiste des assurances de l'ACPR. Rémi Ménadier, qui est climate risk expert chez AXA GRM. Romain Marteau, climatologue et CAT modéleur chez Covea. Et enfin, Benjamin Silva, manager actuaire chez Seaburn. Bonsoir, messieurs. Si vous me permettez cette petite aparté, il n'y a pas que le climat qui est à sauver ce soir, il y a aussi la parité, j'ai l'impression. C'est très masculin. Rentrons un peu dans le vif du sujet, après cette petite aparté. Pourquoi donc, on a vu une réponse court terme sur la problématique qui nous anime ce soir. Maintenant, on va se pencher sur une réponse moyen terme, long terme, sur la modélisation climatique elle-même. Donc, le titre, effectivement, c'est « Modélisation climatique après le premier exercice pilote ». Alors, pourquoi ? C'est parce que dans notre présentation et dans notre table ronde qu'on aura ce soir, on va s'appuyer sur l'exercice climatique pour, justement, lancer les discussions et voir comment on modélise et quelles sont les modifications apportées à un modèle. Alors, l'origine de ces modèles climatiques en France, elle peut remonter schématiquement à l'accord de Paris en 2015, qui avait donné lieu à la loi sur la transition énergétique en 2016, dont un article, l'article 173, concerne directement les assurances. Cet article, il impose aux assureurs une obligation de transparence sur leur politique d'investissement et de gestion des risques liés au changement climatique. Ça a été transformé, ça a été en plus repris un peu par la CPR, qui a distingué 3 types de risques relatifs à ce risque climatique. Ce sont les risques de transition, les risques physiques et les risques de responsabilité. Alors, sans revenir sur la définition derrière ces risques, ce qui importe de comprendre, c'est que c'est les 2 premiers risques qui ont fait l'objet d'un exercice pilote côté ACPR, auquel la CCR a participé. Et donc, on vous propose un premier moment de cette table ronde où on discutera des conséquences et des enseignements de cet exercice pilote climatique. Et dans un second temps, on parlera de modèles. Donc pour cette première partie, je me tourne vers Georges et Thierry. Avec Georges, ma première question s'adresse à vous. Au cœur de cet exercice pilote, il y a le scénario 8.5 du GIEC. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les assureurs ont intégré ce scénario dans leurs travaux ? Oui, donc merci pour votre question, Antoine. Donc, dans l'exercice pilote de la CPR, on a regardé l'impact de ce scénario RCP 8.5 du GIEC en termes de plusieurs périls. Donc, je vais peut-être quelques mots sur les périls santé. Donc, en plus de la dimension CatNat, on a aussi intégré des hypothèses en termes de périls sur les branches santé. On a regardé l'impact de 2 scénarios notamment. Donc, il y avait un scénario sur la pollution d'air dans les zones urbaines. Il y avait aussi un scénario sur les maladies vectorielles. Donc, ces 2 périls-là étaient fondés sur les études d'Aon, qui plus ou moins regardaient des séries de données historiques pour regarder un peu la corrélation entre ces périls et la variation des températures. Et cette partie de l'exercice, en fait, marchait un peu comme l'aspect de risque de transition, dans le sens où on avait juste fourni directement, on avait publié même sur le site de la CPR, les chocs sur les tableaux de mortalité, les tables de mortalité, que les assureurs qui étaient concernés par cette branche ont pu intégrer directement sur leur remise. Après, il y avait la partie CatNat aussi, pour laquelle donc, on avait modélisé 3 périls pour la France métropolitaine, les inondations, la sécheresse et la submersion marine. Donc les 3 périls, ce sont 3 périls qui sont couverts par le régime CatNat dont on parlait tout à l'heure. Et on a aussi cherché à modéliser l'impact des tempêtes cycloniques dans les DOM, où on avait des résultats un peu plus hétérogènes. Donc de notre côté, on avait on avait proposé aux assureurs ce qu'on a appelé une phase de bilan dynamique. Donc en gros, pour les 5 premières années de l'exercice,
Ça, c'était la phase de bilan statique, où les assureurs devaient, si on prend un peu l'exemple d'un boxeur, devaient un peu prendre le coup sans esquiver. Donc, il n'y avait pas de possibilité pour un assureur de mettre en place des mouvements un peu stratégiques. Et puis, dans la deuxième phase de bilan dynamique, on a proposé aux participants de modifier, par exemple, les traités de réassurance, de quitter complètement une zone, par exemple, de modifier leur prix. Donc, il y avait la possibilité de faire des politiques de tarification. Ils pouvaient changer de branche, etc. Et ce qu'on a vu, surtout, pour répondre à votre question, Antoine, c'était une stratégie en moyenne qui consistait à maintenir une stabilité dans le portefeuille, donc dans la composition du portefeuille des risques. Autrement dit, qui consistait à fixer un ratio sinistre sur prime qui était constant dans le temps. Donc cette politique-là, encore, je me répète, mais en gros, la croissance des primes suivait de façon proportionnelle la croissance des sinistres dans chacun des départements qui étaient modélisés avec le modèle Météo France qui a été géré par la CCR. Donc, ce type de politique aurait tendance, bien sûr, à répercuter les coûts du changement climatique sur les assurés. Et en vrai, on était un peu surpris parce qu'au début de l'exercice, quand on avait fait la phase de préparation, on s'attendait en fait à ce que les participants prennent trop, entre guillemets, de management actions, parce qu'on avait demandé quelque part à ce qu'ils jouent un peu le jeu. On avait demandé à ce que... c'est tout le problème des stress tests multipériodiques. On demande à quelqu'un, que feriez-vous en 2030 s'il se passe ça, mais que vous le savez déjà dès maintenant en 2020. Donc le fait qu'ils connaissaient un peu le futur, ça nous faisait penser qu'ils allaient esquiver, que ce soit les chocs actifs ou les sinistres passifs, complètement, par exemple, éviter les zones où il y a des événements. Donc ça nous a un peu surpris. Après, c'est un comportement tout à fait normal pour un assureur d'avoir un cible en termes de ratio S sur P. Et c'est aussi en lien avec le design de l'exercice parce qu'on a modélisé les événements extrêmes, enfin, le modèle de Météo France, le modèle Arpège, ça s'appelle, modéliser les événements extrêmes, mais d'une façon qui était un peu lissée et moyennée dans le temps. Donc, au cours des 30 ans de l'exercice, par exemple, on n'a jamais eu d'années exceptionnelles comme Irma en 2013 ou les sécheresses en 2003. C'était une augmentation un peu douce dans le temps. Donc ça explique un peu aussi pourquoi une augmentation de 4% des primes par an, ça n'a pas incité les assureurs à changer complètement de politique. Peut-être juste pour terminer, normalement j'ai tendance à répéter que ce ne sont pas les projections des assureurs, ce n'est pas un exercice de projection. Donc quand on parle d'un chiffre de X% d'ici 2050, c'est conditionnement au scénario de RCP 8.5 qui, même s'il y a des incertitudes sur la probabilité à ce que ça arrive, pour que ça arrive, on est quand même sur un scénario pessimiste et ce n'est pas forcément ce qu'on pense que les assureurs vont faire, c'est vraiment conditionnel à un scénario. Alors Thierry, Georges l'a dit, CCR a été directement concerné par ce premier exercice climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment CCR a accompagné cet exercice pilote ? Bonjour à tous. Donc je regrette que Madame la députée soit partie, il me semble. Enfin, Elle avait un train. Elle avait un train. On va essayer de vous montrer que les assureurs ne regardent pas que dans le rétroviseur pour leur modélisation. Et s'il y a bien un domaine dans lequel on ne regarde pas dans le rétroviseur, justement, l'exercice pilote on est un exemple flagrant. On regarde jusqu'à 2050. Là, il faut carrément un viseur très lointain pour voir 2050. Donc, pour revenir donc, à votre question, qui a été la participation de CCR sur cet exercice pilote, donc CCR a participé déjà dans un premier temps à la définition avec la CPR de quel serait le contour de l'exercice en termes de risque physique et de risque, enfin, de l'impact
de ce risque physique sur le passif. Donc, définition en choisissant avec la CPR le scénario 8.5 du GIEC, définition de ce qui impacterait la sinistralité CatNat. Est-ce qu'on prend en compte uniquement la partie aléa? Est-ce qu'on prend en compte aussi l'évolution des valeurs assurées? Est-ce qu'il y a plus de risques dans telle zone ou au contraire moins de risques? Donc c'est l'impact de la concentration des risques est quelque chose aussi d'important, au-delà de l'évolution de la richesse. C'est-à-dire que l'évolution de la richesse est importante, mais si toutes les richesses se déplacent à un endroit, ça n'a pas le même impact que si les richesses se déplacent dans des zones peu risquées. Donc on a défini quels étaient les facteurs qui seraient à prendre en compte sur la modélisation CatNat. On a défini aussi avec la CPR quels seraient les inputs dont on aurait besoin pour réaliser la modélisation, donc et à quelle granularité. Et enfin, on a déterminé quel type de restitution on ferait aux assureurs qui participaient à l'exercice sur ce risque physique. Donc on a choisi de faire une restitution à l'échelle départementale, alors aux grandes dames de ce que voulaient les assureurs. Ils ont préféré une restitution à la commune. Alors quand on parle de changement climatique, faire une restitution à l'échelle de la commune, ça n'a pas tellement de sens. À l'échelle du département, ça commence un petit peu à avoir du sens. À l'échelle nationale, là, ça a vraiment du sens, mais bon, les assureurs n'étaient pas tellement satisfaits de cette restitution à l'échelle uniquement départementale. Et aussi, un point important, c'est qu'on a choisi de restituer les résultats en pourcentage d'évolution par rapport à la situation actuelle et non pas en valeur absolue de sinistralité pour que les assureurs puissent intégrer dans les résultats de modélisation leur propre vue des modèles actuels. On ne voulait pas donner aux assureurs les résultats de la modélisation CCR de la sinistralité en valeur absolue. On voulait juste avoir une implication sur la partie évolution climatique. Donc, dans telle zone, le risque inondation augmente de X%, dans telle autre zone, ça augmente Y%, et ça, en raison du changement climatique et en raison de l'évolution de la concentration des risques, de l'augmentation de la concentration des risques dans le département en question. Enfin, bien sûr, donc ça, c'était les définitions de ce qu'on allait proposer comme restitution aux assureurs. Et pendant l'exercice pilote, pour les assureurs qui le souhaitaient, on a pris les données qui voulaient bien qu'ils avaient la possibilité de collecter. On avait différents types de données, plus ou moins difficiles à obtenir. Et on a fait tourner nos modèles, donc notre chaîne de modélisation. Donc la chaîne de modélisation dont parlait Georges tout à l'heure, c'est une chaîne de modélisation. C'est pas juste un modèle, hein, on part des données du GIEC. À partir de ces données, le Météo France fait tourner le modèle arpège climat sur un nombre important de simulations et à climat actuel et aussi un nombre important de simulations à climat 2050. Les outputs de ce modèle climatique arpège sont utilisés en input de nos modèles CatNat. Donc le modèle arpège va faire tomber la pluie à une certaine quantité à un certain endroit, et cette quantité de pluie va alimenter nos modèles CatNat. Et donc un modèle hydrologique, par exemple, la pluie va suivre le terrain, va aller alimenter les rivières vont déborder, et cette hauteur d'eau de débordement va générer une sinistralité. Donc cet exercice est fait à climat actuel, 2020 on va dire, et à climat futur, et on note l'évolution qu'il y a entre aujourd'hui et 2050. Donc voilà un peu la participation de CCR
sur l'exercice pilote, sur la partie risque physique. Donc, on comprend les méthodes utilisées par CCR. Maintenant, est-ce qu'on peut revenir avec vous, Thierry, sur les conclusions que vous tirez de cet exercice pilote et les enseignements, donc à la fois pour CCR et plus généralement pour l'assurance CatNat? Alors, les conclusions elles sont multiples et extrêmement importantes. On en a un peu parlé tout à l'heure sur les évolutions du régime CatNat, les problématiques que pourrait rencontrer le régime CatNat. Donc, d'un point de vue qualitatif, d'abord les conclusions, c'est que cet exercice a permis d'avoir un dialogue commun entre les assureurs et la CCR et la CPR pour cet exercice qui était compliqué, hein, qui a été perçu par les assureurs comme étant un exercice compliqué à mettre en œuvre. Donc il a fallu qu'il y ait une compréhension des données dont on avait besoin, une compréhension de ce qu'on restituait. Donc ça, c'est d'un point de vue qualitatif. Et d'un point de vue quantitatif, donc on l'a évoqué, ce qu'on prévoit à horizon 2050, c'est une augmentation du ratio sinistre sur prime de 50% au global d'ici 2050 sur un régime CatNat qui est déjà sous tension. Donc plus 50%, on est au-delà d'un ratio S sur P de 100%, donc un déséquilibre financier chronique du régime CatNat à horizon 2050. Donc ce déséquilibre va poser des questions importantes d'assurabilité. Donc on rappelle quand même que un des principes de base du régime CatNat, c'est la solidarité. Le régime CatNat fonctionne parce qu'il y a une solidarité importante entre différents territoires et différents territoires de France et en différentes branches aussi entre les particuliers et les professionnels. Mais bon. Donc cette augmentation de la sinistralité risque justement de faire baisser cette solidarité qui existe en voyant des zones, des territoires qui seraient plus assurables et ce qui serait quelque part la fin du régime CatNat. Donc ça, c'est un des axes de travail sur lequel la CPR, avec laquelle on va travailler pour essayer de voir quel serait un deuxième tour dont on a parlé, le boxeur qui doit éviter les... Alors on aimerait qu'il y ait d'autres solutions qui soient le fait de plus s'assurer, que les gens soient plus assurés dans telle ou telle zone. Quand vous avez dit quitter, j'ai cru que vous alliez dire quitter les SSR. Donc j'ai failli tomber de ma chaise. On n'a pas autorisé cette option. Donc il y a des défis importants à relever pour le futur pour le régime CatNat, qui est basé sur la solidarité. On a parlé, la députée a parlé du UK avec le flood rate, qui est aussi basé sur la solidarité. Il faut bien avoir ça en tête. Hein. Même au UK, il y a la notion de solidarité qui est importante. Et le régime CatNat, qui est une exception française, ne doit pas perdre cette notion de solidarité qui la caractérise. Et alors, pardon, j'ai oublié. Et pour essayer de repousser plus loin possible le moment où certaines zones seront plus assurables, il y a un travail important aussi qui a été mentionné, c'est sur la prévention, donc qui est un axe fort sur lequel CCR travaille, notamment en partenariat avec les assureurs, puisque pour ceux qui connaissent bien le régime CatNat, il y a une commission de réassurance qui est octroyée aux assureurs, dont le montant est basé sur les efforts de prévention faits par les assureurs. Donc il n'y a pas que, il y a le fonds Barnier, bien sûr, qui finance la prévention, mais il y a aussi, et donc si c'est le fonds Barnier, comme l'argent qui vient dans le fonds Barnier provient des cotisations des assureurs, donc ceux aussi les assureurs, mais il y a une partie des commissions de réassurance qui sont
cédés à CCR qui vont aussi alimenter ces travaux de prévention au travers de cette commission de réassurance. Donc, Georges, si je me tourne vers vous à nouveau. Au cœur de l'exercice pilote, il y avait certes le scénario 8.5, mais il y a aussi tout ce qui est problématique de risque physique. Donc, ça a été abordé, ce risque physique, il était un peu compliqué à mettre en œuvre, en tout cas à interpréter. Qu'est-ce qui était particulièrement compliqué pour les assureurs concernant ce risque physique? C'est une bonne question. Donc, peut-être quelques mots sur ce qui a été demandé aux assureurs dans le cadre de l'exercice. Donc, la plupart des participants ont pu passer par la CCR, c'est-à-dire utiliser le modèle Météo France. Et pour être très concret, ce qui a été demandé pour les participants qui ont soumis les expositions à la CCR, c'était une liste au niveau de la commune, je pense que ça a été déjà mentionné, donc soit en termes de nombre de contrats, de valeur assurée, enfin, je crois qu'il y avait plusieurs options, mais ça c'était un peu les données d'input du modèle Météo France. Ensuite, la CCR, l'équipe chez la CCR a fait tourner ce modèle Arpège et ont pu produire comme données de sortie les évolutions, comme Thierry vient de dire, de la sinistralité par péril et cette fois-ci agrégées au niveau du département. Donc ça explique un peu la tête des cartes qu'on a publiées dans le rapport pour l'exercice pilote. En revanche, il y avait quelques participants qui n'étaient pas en mesure d'envoyer les expositions à la CCR. Et dans ce cas-là, on avait autorisé les participants Enfin, il y avait une base de la NGFS d'abord qui a été mise à disposition. Donc la NGFS, le Network for Greening the Financial System, dont la Banque de France assure le secrétariat. Mais plein de données climatiques à disposition. Et au moment de préparer l'exercice pilote, il y avait une base qui a été publiée qui avait beaucoup de projections de variables climatiques qui étaient, et c'est le point important, cohérentes avec les scénarios. Donc, un utilisateur pouvait aller sur cette plateforme, cocher RCP 2.5, 2.6, 4.5, etc. Et donc, pour l'exercice, c'était le RCP 8.5. On avait aussi autorisé toute source de données tant que c'était cohérent avec le RCP 8.5 pour ceux qui n'étaient pas en mesure de passer par la CCR. C'est là où on a rencontré peut-être la première difficulté. Donc cette base, depuis, ça a été amélioré. Il y avait une base maintenant qui est plus user-friendly, si vous voulez. Mais je crois que cette base avait 100 000 variables. C'était un format un peu atypique. C'était des données géolocalisées. Donc même les assureurs qui étaient plus ou moins experts, peut-être vous allez me dire que c'est très, très simple à utiliser, mais ça ne s'ouvrait pas en Excel. Il fallait, je pense, un package spécial en R pour les utiliser. Donc, bien sûr, pas tous les participants avaient l'habitude de travailler avec ce genre de données. Et après, il y avait surtout le grand problème, si on arrivait à avoir la main sur ce type de données, c'était la traduction des variables climatiques en impact financier. Donc les variables étaient vraiment faites pour les climatologues, humidité des sols, combien de centimètres de précipitation. Donc, même si on était habitué à travailler avec ces genres de variables, la traduction dans le temps, donc sur 30 ans, en impact financier pour chacun des pas de reporting qu'on avait demandé était difficile pour quelques participants. Après, je dirais, il y avait la question de localiser les risques à une maille très fine. Donc, pour la CCR, on avait demandé à ce que ce soit au niveau communal. Pour les bases de la NGFS, il y avait aussi un niveau de granularité qui était assez fin selon la variable retenue. Je pense que maintenant, je reviendrai plus tard peut-être, mais maintenant dans cette base de la NGFS, il y a pas mal de variables qui sont agrégées au niveau pays ou au niveau région, donc c'est plus facile à utiliser. Mais quoi qu'il en soit, je dirais le niveau de granularité d'informations géographiques en termes vraiment des biens assurés
ça variait selon les participants. Peut-être un dernier point, je pense que j'en avais parlé lors de la dernière question rapidement, mais typiquement les assureurs non-vie qui pourraient y participer par exemple à un stress test CatNat auraient tendance dans un stress test CatNat à ce qu'on impose un gros choc dans le temps, donc un choc instantané, par exemple une grosse catastrophe, et qu'on évalue après les ratios de solvabilité, enfin tous les ratios typiques dans un stress test. Mais en tout cas, un peu dans la logique d'un VAR à 99,5. Ici, on était plutôt sur un processus sur 30 ans. Et ça, c'était quelque chose qui était vraiment pas forcément problématique, mais soit les assureurs ne comprenaient pas l'intérêt immédiat. Après, oui, pour produire les bilans sur 30 ans, c'était quelque chose qui était même pour l'aspect risque de transition, de projeter les risques sur 30 ans, c'était difficile pour tout le monde. Peut-être un tout dernier point, du coup, pour les périls de santé, on avait fourni, je me rappelle, les chocs de mortalité. On avait regardé aussi frais de soins, hospitalisation, donc ce n'était pas que les garanties d'essai, mais on avait fourni les tables de mortalité pour chacun des 2 périls de santé, pollution d'air et maladies vectorielles, seulement au niveau régional. Donc c'était au niveau des villes pour la pollution d'air et au niveau des régions pour les maladies vectorielles. Pardon. Et on avait eu beaucoup de retours disant qu'ils auraient aimé avoir la différenciation par âge pour pouvoir mieux appliquer ces chocs au portefeuille en question. Mais ça, c'est peut-être un point un peu plus technique. Mais voilà quelques problèmes qu'on avait rencontrés lors de l'exercice. Et une question rapide. Donc, on voit les impacts au passif. Si on se tourne du côté actif, est-ce que les risques physiques ont un impact côté actif également ? Alors effectivement, ils peuvent. On pense même que le risque physique va avoir un impact à l'actif. Cette dimension n'était pas incluse dans l'exercice pilote. À l'actif, on avait des chocs, on avait des scénarios de transition qui étaient tout l'inverse du scénario RCP 8.5, parce que dans chacun des scénarios, les baselines et les 2 variants ont convergé finalement vers les accords de Paris. Donc là, on mettait vraiment en place des politiques qui cherchaient à réduire les émissions de carbone. Après, oui, donc on réfléchit effectivement pour inclure le risque physique à l'actif pour le prochain exercice en 2023. Pour faire quelque chose d'aussi granulaire et aussi intéressant de ce qu'on avait fait pour le CatNat au passif, cette fois-ci avec la CCR et le modèle Météo France, il faudrait qu'on arrive à localiser les actifs productifs de chaque émetteur d'actifs, ce qu'on n'a pas forcément. On a le code NAS, le code sectoriel, mais on ne connaît pas forcément l'adresse de chacune des usines, etc., pour chaque actif que les assureurs détiennent. Il faudrait aussi localiser, en principe, les actifs productifs de chaque entreprise pour toute la chaîne de valeur, pour chaque organisme, enfin pour chaque actif. Donc, très vite, ça devient très compliqué. Si on veut faire un truc vraiment complet, on va regarder, on va modéliser sur le même niveau de granularité les événements extrêmes. Après, on pourrait imaginer d'autres approches. Je sais qu'à la BCE, ils organisent un stress test climat pour 2022. C'est côté bancaire, mais surtout à l'actif, ça peut nous donner des renseignements. De mémoire, pour cet exercice, ils ont 2 scénarios de risque physique, un peu moins granulaires. Je pense que c'est au niveau des pays. Mais il y a un scénario de sécheresse, un scénario d'inondation. De mémoire, l'idée avec les inondations, c'était d'appliquer un choc négatif sur la valeur des actifs immobiliers. Dans le scénario sécheresse, c'était un choc de productivité pour certains secteurs bien ciblés comme agriculture, construction des services, etc. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait pour risque de transition, c'est-à-dire on va secteur par secteur et on applique des chocs avec des histoires. Pour inondation et sécheresse, c'est des histoires plus ou moins crédibles, mais c'est pas très granulaire. Donc les obstacles sont un peu différents, je dirais. Et surtout, les besoins en données sont assez différents, mais effectivement, ça fait partie des
des dimensions qu'on aimerait inclure pour l'exercice de 2023. Alors avant de revenir justement sur ce futur exercice que vous avez mentionné, peut-être une dernière question pour Thierry. Si on se projette un peu, le modèle CCR, on peut se demander s'il n'a pas été un peu challengé par les derniers rapports, notamment de la FFA. Donc est-ce que vous, Thierry, pour CCR, vous avez comparé vos résultats à ceux de ce rapport, et est-ce que c'est susceptible de faire évoluer votre modélisation ? Alors, concernant l'étude faite par la FFA, il y a beaucoup plus de points communs que de points différents entre les deux approches, notamment en termes d'hypothèses prises, puisque la FFA considère une projection à horizon 2050 et considère aussi un scénario 8.5, et fait une restitution à l'échelle départementale et considère les périls un peu que nous avons considérés pour l'exercice pilote de la CPR et auquel on rajoute la tempête, puisque la tempête, on ne l'avait pas modélisée de notre côté, puisque ça ne fait pas partie des périls couverts par le régime CatNat. De toute façon, la tempête ne fait pas partie des périls qui seront fortement impactés par le changement climatique. Donc il y a beaucoup de points communs sur l'étude faite par la FFA. Il y a quelques différences. Alors pour les spécialistes, c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est la difficulté de transformer un aléa qui pourrait venir d'un modèle climatique, par exemple la quantité d'eau, en données financières de sinistralité. La FFA se base sur une approche par corrélation entre cette quantité de pluie ou cette absence de pluie, et ça va être corrélé à la sinistralité. De notre côté, on a une chaîne de modélisation, ce qu'on appelle le risque physique, où la quantité de pluie, elle est transformée via des modèles physiques en hauteur d'eau, et c'est cette hauteur d'eau qui va générer un sinistre. Donc c'est pas parce qu'il pleut 2 fois plus que la hauteur d'eau à un endroit est 2 fois plus élevée, et donc que le sinistre sera 2 fois plus important. Donc on a une chaîne de modélisation assez complexe. Donc c'est pas un modèle, c'est une chaîne de modélisation. Et ce qu'on retient de l'étude de la FFA, c'est le fait d'avoir pris plusieurs modèles pour avoir une fourchette d'impact en termes financiers. Donc ils ont pris un modèle du LSCE qui est différent du modèle de Météo France, mais qui fait partie des modèles utilisés par le GIEC pour faire le rapport. Donc, et aussi un modèle qui vient de l'Institut Max Planck à Hambourg. Donc ces 2 modèles permettent d'avoir une fourchette d'estimation de sinistralité, péril par péril. Donc contrairement à CCR, où nous sommes basés uniquement sur le modèle de Météo France, donc si c'est une amélioration qu'on pourrait utiliser pour le futur exercice de 2023, c'est d'avoir plusieurs modèles et être en mesure de fournir une fourchette d'estimation, parce que pour les professionnels, avoir une tentative de quantification de l'incertitude qu'il y a autour des résultats qu'on donne, c'est important. On parle de plus 50% de S sur P, mais est-ce que c'est plus 40 ou plus 100%? Pour l'instant, les résultats qu'on a fournis ne permettent pas de donner une fourchette. Donc voilà si on peut analyser un peu les 2 approches, mais qui, comme je l'ai dit au début, comportent beaucoup de points communs. Alors Georges, pour finir sur cette première partie de table ronde, et je pense que ça va beaucoup intéresser Benjamin, Rémi et Romain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce futur exercice climatique ? Alors, c'est certainement prématuré pour donner des spécifications techniques de l'exercice pilote 2023.
À ce stade, on avait organisé l'été dernier quelques premiers groupes de travail pour avoir déjà un retour d'expérience des assureurs avec ce qu'on a déjà fourni avec l'exercice pilote de 2021. Pardon. Et on va surtout poursuivre l'année prochaine avec des groupes de travail sur les questions autour du risque physique. Et ça, je reviendrai dans une minute ou deux. Rapidement, d'abord sur les scénarios de transition, qui concernent peut-être un peu moins cette table ronde. Mais j'avais expliqué rapidement qu'il y avait 3 scénarios de transition. Il y avait une transition ordonnée où on converge plus ou moins calmement d'ici 2050 vers les accords de Paris. Et puis 2 variants où soit avec, donc il y avait une variante de transition accélérée où on se réveille un peu tardivement et on essaie de mettre en place des politiques qui créent beaucoup de perturbations macroéconomiques et qui du coup ont beaucoup d'impact sectoriel. Et aussi un scénario retardé où finalement c'est un peu la même chose. Mais en gros, si vous regardez par exemple la projection du PIB sur 30 ans dans chacun de ces scénarios, vous allez voir 2 choses qui sont intéressantes. Déjà qu'on n'a pas intégré, désolé si je ne parlais pas dans le micro, on n'a pas intégré explicitement d'hypothèses sur les crises macroéconomiques. Si vous voulez, dans chacun des scénarios, le PIB monte petit à petit de quelques pourcentages par année. En gros, tout va plus ou moins bien. C'était un choix conscient. On voulait vraiment isoler les effets climatiques, si je peux dire. On ne cherchait pas à capter quelle serait la réaction des assureurs dans une crise macroéconomique quelconque. On voulait vraiment montrer aux assureurs les différents canaux de transmission des chocs climatiques à l'actif. Mais il y a aussi une deuxième chose qui était pas problématique, mais qu'on cherche à améliorer sur ces scénarios, c'est le fait qu'entre les 3 scénarios, il n'y a pas énormément de variations. Si on regarde, que ce soit au niveau du PIB, pour pas mal de chocs sectoriels aussi, il y avait sur les 55 secteurs qu'on avait distingués, il n'y a que, je dirais, 6 ou 7 qui sont très touchés, l'industrie, manufacturier, des choses comme ça, enfin les suspects typiques, pétrole, etc. Et on avait beaucoup de secteurs qui n'étaient pas très touchés, mais pour lesquels on avait une granularité difficile pour pas mal d'assureurs. Donc déjà, on hésite à inclure un contrefactuel où il n'y a pas de transition, concrètement. On hésite à intégrer plus de variations entre les scénarios. Peut-être, ça veut dire qu'on va intégrer des vraies crises macroéconomiques. Donc voilà, voici quelques éléments qu'on va peut-être changer pour l'exercice de 2023. Après, pour le risque physique, qui concerne plus cette table ronde, comme je disais, la plupart des participants ont fixé un loss ratio, un ratio S sur P dans le temps qui était constant. Donc, quelque part, ça implique une hypothèse que si un risque est assuré aujourd'hui, qu'il le sera dans 30 ans, quoi que soit le niveau de prime, donc quoi que soit le prix du contrat. Comme j'ai dit, on a été un peu déçus que c'était la grosse hypothèse qui était retenue par les assureurs. Ceci dit, si ça correspond vraiment à la vision des assureurs pour faire face à ce scénario de RCP 8.5, ce qu'on va faire pour le prochain exercice, c'est vraiment de mettre des hypothèses explicites sur, par exemple, le comportement des assurés. Parce qu'on sait que... Alors, il y a des contrats d'assurance obligatoires dans certains cas, mais dans d'autres cas, l'assurance n'est pas obligatoire. Il y a, comme tout produit économique, il y a une fonction de demande qui dépend du prix. Donc, si d'ici 2050, on voit effectivement, comme le scénario RCP 8.5 suggérait, une augmentation des primes importantes, on sait déjà qu'il va y avoir des impacts sur la demande de ces produits. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup. Merci à tous les deux. Alors je me tourne maintenant vers Rémi et Benjamin. Donc vous avez tous les 3 mis en place
vous avez tous les trois mis en place des modèles climatiques. Alors peut-être toi d'abord, Benjamin, puisque non seulement tu as accompagné un assureur dans ses premiers exercices pilotes, tu as également mis en place le modèle de sinistralité climatique et cyber 2050. Et puis en amont de cette conférence, tu as notamment échangé avec Romain et Rémi sur les méthodes employées. Est-ce que tu peux nous rappeler alors, brièvement les méthodes employées? Bonjour à tous. Alors, peut-être la première chose à savoir, que ce soit côté Covea ou côté AXA, c'est que leurs projets respectifs climatiques ne datent pas du tout d'hier. AXA a construit dès 2015 une équipe pluridisciplinaire, donc avec des ingénieurs, des chercheurs, des actuaires, pour travailler sur le développement en interne de modèles catastrophes, avec des pratiques qui sont finalement assez inspirées du monde académique. Côté Covea, on est sur la même trajectoire globalement, c'est-à-dire que la création d'une équipe pluridisciplinaire dès 2011, on peut rajouter à l'équation des géomaticiens, des climatologues, des experts sinistres, toujours la même finalité, c'est le développement de modèles internes catastrophes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui occupe ces deux acteurs du marché? Côté AXA, c'est très simple, c'est l'intégration des scénarios de changement climatique dans ces modèles qui sont actuellement développés. Donc on pense à des périls comme l'inondation en Europe, la sécheresse, les feux de forêt, les tempêtes, tout ce qui est lié au système convectif profond. Donc là, on pense aux ouragans, notamment dans les Antilles, à La Réunion. Côté Covea, là, on est sur... Romain en parlera certainement un peu plus que moi, mais on est sur la finalisation du livre blanc Covea, qui vient en fait quantifier l'impact du changement climatique sur la sinistralité du groupe Covea, donc pour au moins 4 périls: tempête, inondation, sécheresse et grêle. Il faut savoir que ce livre blanc, c'est 2 ans de travail des équipes sur toujours 2 choses, le développement de modèles catastrophes et l'intégration des nouveaux scénarios du GIEC, à peu près globalement pour répondre à l'actualité de chacun. Et du coup, qu'est-ce qui pousse finalement un assureur à privilégier la mise en place d'un modèle interne plutôt que d'utiliser des solutions de marché? Le mot modèle interne est intéressant. En fait, la réponse, elle est très simple. C'est pour paraphraser Rémi, c'est pour plus de maîtrise, plus de transparence, de la même manière qu'on développe un modèle interne au sens solvabilité 2. Aujourd'hui, c'est un lieu commun de le dire, la modélisation 4, elle repose principalement sur 3 acteurs majeurs, donc, qui fournissent des modèles de marché. Donc c'est RMS, AIR, RQE pour les citer. Donc ces modèles, ils sont utilisés, ils sont reconnus. On sait aussi tous aujourd'hui que c'est des véritables boîtes noires. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle vous avez la main, c'est la donnée d'exposition que vous mettez en entrée. C'est la manière dont vous allez valoriser les capitaux assurés. En fait, vous n'avez pas du tout la main sur les modules d'aléa, les modules de vulnérabilité. Donc ça, c'est peut-être la première raison la plus importante. Ensuite, ça va concerner des assureurs qui sont notamment implantés à l'international. Quand vous utilisez ces modèles, vous êtes finalement très dépendant du catalogue des pays, des périls qui sont disponibles. Ça veut dire très concrètement que si vous êtes exposé dans un pays où RMS, par exemple, ne modélise pas le péril tempête, pour dire quelque chose, vous n'êtes pas en mesure d'évaluer votre risque. Et je ne parle même pas de la fréquence de mise à jour de certains périls dans certaines régions du monde. C'est encore un autre sujet. Ce point-là sur la liste des pays périls, il est intéressant parce qu'on pense international, on pense lointain. En réalité, ce point, il concerne aussi la France. Et il n'y a qu'à écouter ce que disait Madame la députée, il n'y a qu'à lire le rapport de la FFA. Demain, on s'attend à une explosion du risque sécheresse qui coûtera au moins autant que l'inondation et que la tempête. Aujourd'hui, ce péril-là, il est mal ou même pas du tout appréhendé dans ces modèles de marché. Donc, c'est pour ça que peut-être pour aller un petit peu plus loin, si demain on choisit de se lancer justement dans la production d'un modèle interne catastrophe, évidemment, la liste des périls qu'on va modéliser, elle va dépendre de notre portefeuille, de son implantation géographique, de ses caractéristiques. Mais je ne vois pas comment on peut ne pas intégrer la sécheresse, en fait, en France, dans cette modélisation. Alors justement, c'est une très belle perche que tu me tends. Je me tourne maintenant vers Romain et Rémi. Là, on a parlé de méthode. Si on parle de modèle maintenant, comment vous avez-vous modélisé cette sinistralité climatique? Peut-être en commençant par vous, Romain, et justement en faisant un zoom sur la sécheresse.
Bonjour à tous. La sécheresse, en fait, elle peut être modélisée de plusieurs manières. Alors nous, chez Covea, on a vraiment décidé de l'appréhender sous l'angle de la sinistralité CatNat parce qu'on avait un besoin, c'était de répondre justement à des sinistres qui étaient topés CatNat. Alors comment nous avons procédé? De manière très classique en modélisation 4, nous avons développé un modèle, donc Coventeo sécheresse pour ne pas le citer, qui repose sur 3 modules. Un premier module basé sur l'aléa, un second module basé sur l'exposition et un troisième module basé sur la vulnérabilité. On va déjà s'attacher à préciser le module qui est le cœur de tout modèle 4, c'est le module aléa. Alors, ce module va nous permettre d'évaluer à la fois la fréquence et l'intensité du déficit hydrique, donc en l'occurrence pour notre sujet qui est la sécheresse, à partir d'événements qu'ils soient historiques ou projetés. Donc là, c'est ce qu'on a fait avec les simulations du GIEC à horizon 2050. Notre approche s'est voulue également pragmatique puisqu'elle se base sur des critères hydrométéorologiques objectifs tels qu'ils ont été définis dans le cadre du régime CatNat. Donc j'y reviendrai par la suite. Donc juste pour rappel, donc je pense que vous en avez déjà entendu parler, mais le traitement de la sécheresse dans le cadre du régime CatNat a connu beaucoup d'évolutions. Et la dernière datant de 2019, où les fameux critères de définition d'une reconnaissance CatNat ont été modifiés. Alors nous, dans notre modèle, l'aléa est appréhendé à partir de la combinaison donc des 2 critères réglementaires du régime CatNat. Le premier critère est d'ordre géotechnique, donc qui va être relatif à la présence des argiles dans le sol. Cette présence des argiles dans le sol est déterminée à partir de la carte de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles qui est produite par le BRGM. Donc pour que ce premier critère soit déclenché, la surface d'une commune en zone argileuse doit excéder 3% de sa surface totale. Donc ça, c'est le premier critère qui va déterminer la prédisposition des sols au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Ce critère n'est pas suffisant. On introduit donc un deuxième critère qui est d'ordre météorologique et qui, lui, va utiliser des informations sur le déficit hydrique des sols. Alors, l'indicateur qui est retenu pour définir l'humidité des sols et qui va être considéré comme le facteur déclenchant, en fait, est-ce que l'indicateur qu'on appelle dans le jargon commun des climatologues le SWI. Donc, et pour qu'un épisode de sécheresse soit qualifié d'anormal, il faut que cet indicateur d'humidité du sol ait une période de retour qui dépasse les 25 ans pour que l'épisode soit reconnu CatNat. Donc voilà comment nous, on a défini l'aléa, et je pense que c'est assez proche de ce que font les équipes chez CCR. Donc voilà pour la partie aléa. Je termine rapidement sur la modélisation. Donc, et les 2 autres modules, bon, c'est du grand classique en modélisation 4. Le module exposition, lui, va plutôt apporter des informations sur la localisation des biens, leur nature et leur valeur. Et le module vulnérabilité, lui, va plutôt associer une perte économique en fonction de l'intensité du phénomène. Et Rémi, vous, quelle est votre approche, notamment par rapport à celle de Romain? Sur la modélisation? Oui. Ça marche? Oui. Elle est très similaire. Après, tout dépend du péril considéré aussi. AXA a une empreinte mondiale, donc globale, plusieurs types de périls. Donc évidemment, c'est pas simple de développer tous les modèles d'un coup.
Ça demande du temps. Merci Romain pour avoir détaillé le fonctionnement d'un modèle 4, parce qu'effectivement, ici, ce soir, on parle principalement de la partie aléa physique, mais il y a d'autres parties dans un modèle 4, la partie exposition et vulnérabilité. Il faut bien savoir que le risque, c'est une fonction de ces 3 éléments. L'exposition, où est votre bien, quelle est sa valeur, est-ce qu'il est exposé à un risque, donc un aléa physique, et dans quelle mesure votre bien peut résister ou est résilient face à ce risque. Voilà. Je pense que c'est un aspect qu'on oublie souvent, mais quand on fait des projections à horizon 2050, c'est ces 3 aspects qu'il faut considérer dans l'évolution de la sinistralité à la fin. Sur les variables, donc je disais, nous on s'intéresse évidemment à la température, humidité du sol, indice de sécheresse pour les modèles sécheresse, aux précipitations. Thierry l'a mentionné tout à l'heure. Les précipitations, c'est que le début de la chaîne de la modélisation en inondation. Il faut convertir ça en débit de fleuve, en hauteur d'eau de zones inondées. Voilà, on s'intéresse aussi aux vitesses de vent de surface, donc aux rafales de vent. Et également, dans un contexte de projection dans le futur, un aspect qui est très important, c'est l'élévation du niveau de la mer, notamment dû donc, à l'augmentation des températures et la dilatation thermique des océans et la fonte aussi donc, des calottes glaciaires et des banquises qui donc, tendent à élever le niveau de la mer et qui donc augmentent le risque lié aux submersions marines. Voilà, tout à l'heure on expliquait que pour les tempêtes en Europe, à ce jour on ne voit pas de convergence d'un impact du changement climatique. Ça c'est les études actuelles qui le disent. Après, peut-être qu'il y en a un impact, mais peut-être qu'on ne le voit pas encore aujourd'hui. Les modèles ne sont peut-être pas suffisamment performants pour le capter, ce signal. Mais un aspect important, par contre, c'est sur la submersion marine. Clairement, il y a des zones qui vont être plus à risque dans le futur. Alors Rémi, vous avez mentionné la problématique de vulnérabilité du portefeuille. Au-delà de ça, est-ce que vous avez bien identifié les limites de vos modèles ? Oui, elles sont plurielles. Elles sont plurielles et d'ailleurs c'est un aspect très important dans... je fais juste une petite aparté sur les différents exercices stress test climatique. Je pense que quand on connaît les limites des modèles, c'est important de faire des études sur l'incertitude des résultats obtenus et de ne pas se focaliser uniquement sur un chiffre qui est la sinistralité va évoluer à hauteur de tant de %. C'est bien d'avoir une barre d'erreur en fait pour juger de la pertinence de ces études. Donc les limites des modèles, elles sont... alors il y a évidemment des limites sur les modèles de la donnée d'exposition, sur les modèles de vulnérabilité, mais si on se focalise plus particulièrement sur les modèles climatiques, je vois 3 aspects qui sont assez... qui peuvent être assez critiques. Il faut savoir qu'un modèle de climat, c'est pas du tout un modèle météorologique. Les modèles météorologiques, on parlait tout à l'heure d'arpège climat. Celui qui sert à faire la prévision de la météo, c'est j'ai un trou. Arome, c'est ça, oui, c'est Arome qui fonctionne à quelques kilomètres de résolution. Donc Arome peut par exemple, je ne sais pas où vous étiez cet après-midi, mais détecter la grêle place de la République et pas forcément à un autre endroit de Paris. Les modèles climatiques, eux, fonctionnent à des résolutions qui sont beaucoup plus grossières. Elles peuvent être de l'ordre de quelques centaines de kilomètres, 200 au maximum, jusqu'à des dizaines de kilomètres pour des modèles qu'on appelle des modèles régionaux. Et donc, la résolution spatiale des modèles, ça, c'est une première limite. Il faut faire attention à ça. Une deuxième limitation, c'est est-ce que tous les processus atmosphériques et physiques sont bien représentés ? Je parlais de la grêle tout à l'heure. La grêle n'est pas forcément très bien représentée. Et enfin, un dernier aspect, c'est sur la représentation des extrêmes climatiques. On sait que les modèles climatiques représentent assez bien par exemple, la saisonnalité des précipitations représente assez bien des régimes de pluie soutenus. Mais par contre, sur des extrêmes de précipitations plus marqués, et là on peut penser à ce qui s'est passé cet été en Belgique et en Allemagne, les modèles ont beaucoup plus de mal par rapport aux observations qu'on peut faire. Donc il faut quand même avoir ceci en tête, et notamment dans les modèles de climat, la représentation des extrêmes aujourd'hui n'est pas complètement au niveau. Romain, rapidement, est-ce que vous partagez cet avis ? Ouais, je partage totalement. Rémi a présenté vraiment l'intégralité des limites des modèles climatiques. Je voulais simplement rajouter, justement, pour quantifier cette incertitude qui est prégnante en modélisation climatique,
une des solutions qu'on peut envisager, c'est tu m'arrêtes si je me trompe, Rémi, mais c'est d'avoir une approche multimodèle. Donc d'utiliser, par exemple, nous, c'est ce que nous avons fait dans le cadre de nos études, c'est d'utiliser à minima 10 modèles de climat, de récupérer tous les paramètres climatiques qui nous intéressent pour nos modèles de dommages, des indices de sécheresse, des indices de précipitation, des indices de convection pour la grêle. Et justement, à partir de ces différents paramètres des différents modèles, c'est d'avoir justement la barre d'erreur retranscrite ensuite dans nos modèles de dommages. Oui, totalement. Donc, on a vu les méthodes, on a vu les modèles, on a vu les limites. Maintenant, si on cherche à apprécier les résultats obtenus, comment vous avez apprécié les résultats obtenus à l'issue de vos simulations, en commençant par Rémi? Alors, précisément sur les exercices pilotes climatiques? Oui. Alors, je pense qu'il faut réaliser quelque chose, c'est que le rapport de la FFA, je crois, il date de quelques semaines, c'est ça? Oui. Et les conclusions de la CPR, c'était au printemps? Été, juin, je crois, on a publié le rapport. Juin 2021. Oui. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est des résultats qui sont encore très récents. Et je pense qu'il est important de les étudier, de les discuter et de consolider ces résultats. J'insiste, je suis désolé sur les incertitudes, mais je pense que c'est vraiment nécessaire de faire un travail de quantification, de comparaison des résultats qui ont pu être obtenus au travers de ces différentes études qui essaient de caractériser l'impact du changement climatique sur la sinistralité future. Alors particulièrement, nos modèles de projection climatique, on les a principalement utilisés, les modèles qu'on développe de manière assez sophistiquée au Royaume-Uni, dans le cadre de l'exercice de la PRA, le régulateur anglais. Pour l'exercice de la CPR, nous nous sommes basés sur le travail fait par la CCR, et d'ailleurs merci pour ça, parce que ça nous a beaucoup aidé. Et un point important d'ailleurs qui n'a pas été mentionné, c'est que la CCR a non seulement utilisé les données de Météo France pour faire des projections à horizon 2050, donc dans le scénario RCP 8.5, mais ils ont fait aussi une projection de l'exposition, basée sur des modèles démographiques de l'INSEE, si je ne me trompe pas, Thierry. Voilà, donc ça c'est aussi important, c'est-à-dire que ça prenait en compte les migrations de population interrégions. Est-ce que les gens allaient bouger dans des zones plus ou moins à risque? Et ça c'est hyper intéressant et là-dessus on a vraiment apprécié cet aspect-là de l'exercice. Ceci étant dit, au niveau d'AXA, on trouve qu'il y a des écarts assez significatifs entre les résultats agrégés de la CPR, entre les résultats publiés par la FFA et aussi entre les résultats publiés par la CCR en 2018. On a quelques difficultés à réconcilier l'ensemble des résultats. Et je pense que ces différences peuvent venir de données différentes, de méthodologies différentes, qu'il faut discuter et comprendre. Et un des aspects que l'on a beaucoup apprécié dans l'étude de la FFA, c'était de segmenter l'impact dans l'évolution de la sinistralité de chaque contribuant au risque. D'accord ? L'enrichissement, l'effet démographique, l'effet changement climatique, un autre effet qui est la variabilité naturelle du climat, on n'en parle pas beaucoup mais elle existe. Et donc on pense que c'est une approche très intéressante pour justement intercomparer ces différentes approches. Et vous, Romain, quelles conclusions tirez-vous de vos travaux climatiques ? Quelles conclusions on en tire ? Donc on a finalisé, nous, de notre côté, le livre blanc cet été. Et on a pu comparer, justement, faire une étude comparative avec les travaux tout récents de la FFA, mais également du stress test ACPR auquel on a participé. Et donc, de manière globale, sans rentrer dans les chiffres, nos conclusions convergent vers une tendance généralisée à la hausse de la sinistralité climatique, sans surprise, mais divergent plus largement quant aux ordres de grandeur de
ces augmentations, notamment en inondation ou en sécheresse. Alors, ces divergences s'expliquent très facilement de notre point de vue par des choix d'une part méthodologiques et des périmètres différents. Je vais prendre 3 exemples. L'étude Covea, alors je me place Covea. Notre étude se base, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une approche multimodèle, avec l'utilisation d'une palette de modèles climatiques beaucoup plus large que ce qu'a pu faire FFA. Donc je rappelle, environ 10 modèles. Ça, c'est le premier point. L'autre point va concerner la modélisation de l'aléa, qui, pour nous, en tout cas Covea, dans nos modèles, est plus en concordance avec les critères réglementaires définis par le régime CatNat. Parce que ce qu'on voulait modéliser, nous, c'était vraiment de la sinistralité CatNat en sécheresse ou en inondation. Donc déjà sur les critères de définition de l'aléa, on a d'énormes différences avec les critères de la FFA. On est beaucoup plus proche avec les critères de CCR. Et le dernier point qui me semble très important, c'est que nous avons utilisé nos propres modèles de dommages qui sont calibrés à partir de notre propre expérience sinistre et de nos propres portefeuilles. Donc ça aussi, ça peut générer de la différence entre les différentes études. Et vous me corrigez si je me trompe, mais ces éléments seront détaillés dans le livre blanc Covea. Tout à fait. Qui sortira un peu de teasing, qui sortira en janvier 2022 et qui, à mon sens, apportera une vision vraiment complémentaire à celle de la FFA. Alors, du coup, peut-être une dernière question pour tous les deux. On a vu les méthodes, les modèles, les limites, les conclusions que vous tirez de ces exercices. Maintenant, si on se projette, et donc on a vu qu'il y a un nouvel exercice pilote qui est attendu, est-ce que vos modèles, d'une part, alors, est-ce que vous allez faire évoluer vos modèles à l'aune de ce qu'a dit la FFA, à l'aune de ce que peut dire le rapport préliminaire du GIEC? Et est-ce que vos modèles sont en capacité rapide d'intégrer les nouvelles projections du GIEC préliminaires? Romain. Excusez-moi. Oui, effectivement. Donc aujourd'hui, nous, chez Covea, et je voulais simplement préciser que ce livre blanc a été le fruit d'une étroite collaboration avec la société Risk WeatherTech. Donc je voulais les saluer pour ce partenariat. Qui nous ont apporté beaucoup d'expertise et de caution scientifique. Donc nous sommes partis des précédents scénarios, donc dans le jargon, ce qu'on appelle les données CMIP5, donc qui ont servi au 5e rapport du GIEC. Aujourd'hui, plutôt demain, en janvier-février, doit sortir le 6e rapport, qui est basé sur les fameuses données CMIP6, donc pour le 6e exercice. Et donc nous sommes encore dans l'attente de l'accès à ces données qui devraient être disponibles une fois le rapport sorti. Et bien entendu, nous intégrerons ces nouvelles projections dans nos quatre modèles, plutôt dans notre 4 chaînes de modélisation. Et Rémi, quid du côté d'AXA? Je pense que c'est à peu près la même idée, hein. Il faut être assez clair sur le sujet. On modélise depuis effectivement 2015. Donc on essaie de comprendre le risque climatique pour comprendre les impacts du changement climatique. C'est un peu la méthodologie, hein. Voilà, il faut être assez humble sur le modèle. Aucun modèle n'est parfait, ça, tout le monde le sait. Donc évidemment, on peut toujours les améliorer et intégrer effectivement, comme le précisait Romain, de la nouvelle donnée disponible, données climatiques. Mais pas que, en fait. Il y a aussi tout un travail sur les projections de l'exposition, les projections de la vulnérabilité. On n'en a pas trop parlé, mais comment on intègre, par exemple, des nouvelles normes de construction dans les fonctions de vulnérabilité. Comment on peut intégrer l'évolution des plans de protection contre les risques dans ces modèles-là. Voilà, il y a vraiment beaucoup à faire, et pas que du côté acteur privé. Je pense qu'il y a aussi toute une collaboration à mettre en place avec les autorités publiques sur ces sujets. C'est
Très clair. Alors Benjamin, la dernière question, elle est pour toi. Donc on sort de la COP26, il y a un rapport préliminaire du GIEC qui est sorti. Est-ce que tu peux, c'est très ambitieux, nous résumer ce rapport et nous dire dans quelle mesure il peut influencer les travaux de modèles qu'on mène chez Seabird? Bon courage. Bon, la question n'est pas simple du tout, hein, évidemment. Peut-être quelques mots sur le rapport FFA, je voudrais revenir dessus. S'il y avait une chose à retenir, avant de parler du GIEC, je ne me défile pas, hein, bien sûr, c'est très important, ça ne dispense pas du tout de le lire, hein, mais c'est vraiment l'alerte qui est mise sur le risque sécheresse. Hein. Ça part grandissante, le fait que ça coûtera autant que les inondations et la tempête, ça c'est une chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Pour revenir sur le GIEC, il faut faire preuve de modestie, hein, il faut être très très modeste. On ne peut pas résumer en quelques minutes comme ça un rapport qui fait littéralement, et même par rapport, la première partie d'un rapport qui fait littéralement des milliers et des milliers de pages, qui a été écrit par des experts, c'est impossible. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé en fait par rapport au rapport précédent, par rapport au 5e? Finalement, climatiquement, pas grand-chose en fait. Hein. Ce sont toujours les mêmes trajectoires climatiques qui sont envisagées. On retrouve les scénarios RCP, hein, donc on a parlé RCP 8.5, le plus pessimiste, celui qu'on connaît parce qu'on entend forcément parler aux informations. Ce qui change en fait aujourd'hui, c'est que on vient mettre, je dirais, on commence à mettre un cadre social, économique, démographique autour de ces scénarios. C'est-à-dire qu'on vous dit ce scénario-là, cette trajectoire climatique-là, elle existera dans un monde où il y aura pas suffisamment de coopération entre les pays, on ne se mettra pas d'accord sur une trajectoire bas carbone commune. C'est un peu ça qu'apporte le rapport préliminaire du 6e rapport du GIEC. Pardon. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve un peu les thématiques qu'on a abordées. Que ce soit sur le risque de transition, que ce soit finalement ce que disait Rémi tout à l'heure, c'est pas simplement modéliser l'aléa ici dont on parle, c'est modéliser aussi la vulnérabilité, les déplacements de population, les conditions économiques, c'est ça aussi qui va compter demain. Je dirais que c'est à peu près ça que je retiendrai moi à ce stade du GIEC. J'en profite pour en parler aujourd'hui. Côté Seabird, on travaille forcément à l'intégration de ces scénarios dans notre modèle, ça c'est une évidence. On cherche des assureurs, on cherche des partenaires hein, pour travailler avec nous. On aimerait justement confronter ce modèle à des portefeuilles, à des implantations géographiques, à des caractéristiques différentes. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, à venir m'en parler après. Ce sera avec plaisir. Voilà, merci à tous. L'appel est lancé. Alors, je me tourne maintenant vers la salle. Y a-t-il des questions? Sachant que je n'en ai pas sur ma tablette. Ah, monsieur. Merci beaucoup pour tous ces éléments que vous avez partagés avec nous. Est-ce que j'avais une question, vu que vous êtes rentré bien dans les modèles et vous en avez les vôtres maintenant par rapport à ceux qui regardent encore des black box, on va dire. C'est quoi les points d'attention qu'il faut qu'on regarde lorsqu'on regarde un modèle et les points par rapport aux hypothèses, aux résultats qu'on peut avoir dans ces modèles? Je sais que vous en avez listé quelques limites, mais si vous pouvez un peu nous donner quelques éléments complémentaires. Il y en a beaucoup. Je commencerai par la première. Est-ce que le bien assuré est situé au bon endroit? Est-ce que l'exposition, les portefeuilles assurés sont... on connaît toutes leurs caractéristiques. Ça, en fait, c'est la base, finalement. Si on n'assure pas un bien, si on ne le géolocalise pas au bon endroit, il peut ou pas se retrouver dans une zone inondée avec notre modèle. Voilà. Donc ça, c'est un aspect très, très important. Et après, il faut faire attention, effectivement, comme précisait Romain, quand on construit le module aléa à partir de modèles climatiques ou de réanalyses qui sont proches des modèles météo, un peu plus. Faire attention à ne pas être dans un biais, dans le monde du modèle qui peut être biaisé. Donc,
essayer de toujours valider ce que ce modèle météorologique représente sur des périodes historiques. Je ne suis pas vraiment non plus d'accord et je rejoins Thierry. Je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit en première partie. Pour bien comprendre le futur, il faut bien comprendre le passé, en fait. Et d'ailleurs, les modèles climatiques qui servent à faire des projections dans le futur, avant de faire des projections dans le futur, on fait des projections dans le passé. Et on les compare aux observations pour s'assurer que ces modèles fonctionnent bien. Voilà, je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, mais je suis totalement en phase avec ce que tu as dit. Il faut vraiment connaître le passé avant de pouvoir se projeter et de quantifier les biais. C'est pour ça qu'on utilise beaucoup en modélisation du climat de méthodes de débiaisage de la donnée climatique, donc que ce soit des méthodes dynamiques ou statistiques. Voilà. C'est une des premières étapes, ça va être vraiment la qualité de la donnée, comme l'a dit Rémi, que ce soit de la donnée d'exposition ou de la donnée climatique. Et ensuite, de savoir ce que l'on veut modéliser. Par exemple, est-ce qu'on veut modéliser la problématique autour de la sécheresse? On va avoir une partie... aujourd'hui, on peut difficilement avoir une partie non CatNat, puisque aujourd'hui, si votre bien... alors oui, effectivement, une maison peut fissurer, mais si la commune n'est pas reconnue CatNat, vous n'aurez pas de sinistre dans vos bases. Mais c'est un stock de sinistres qui va être en dormance. Donc certains assureurs veulent aussi modéliser ce qui est du non CatNat pour faire un peu de projection. Voilà. Il faut bien définir ce que l'on veut modéliser et les hypothèses que l'on utilise. Merci messieurs. Je pense qu'on va en rester là, on est déjà très en retard. Merci Thierry, merci Georges, merci Romain, merci Rémi, merci Benjamin. Un dernier mot avant que nous nous retrouvions tous dans le salon adjacent pour ce fameux cocktail. Vous avez dans votre tote bag à la fois notre guide Seabird sur lequel nous avons travaillé avec notamment Benjamin, que vous avez là. Et pour les gens à distance, vous pouvez tout à fait le télécharger, ça reprend nos travaux et nos conclusions. Et un dernier petit mot également, vous avez également la possibilité de télécharger un guide, un livre blanc sur les externalités positives qui a été rédigé également par Seabird. Voilà, il me reste à vous remercier, vous souhaiter une bonne soirée et surtout à remercier notre service com, donc notamment Séverine, Alice, Caroline, Alban et Claudia qui ont réalisé un très beau travail. Merci et bonne soirée.